a des causes externes qui ne dépendent pas de nous. Par rapport à ces causes-là, nous ne sommes pas libres. Exemple, la naissance et la mort. Entre la naissance et la mort, la vie est une succession de pages blanches, où c'est nous parfois qui décidons de ce qui nous allons, de ce qui va nous arriver. Par exemple, quand vous tombez malade, vous dites que peu importe ce paludisme-là, si Dieu décide que je vais mourir de cette maladie, je vais mourir. Et si Dieu décide que je vais guérir de cette maladie, je vais guérir. Si tu tombes malade et que tu meurs de cette maladie, tu es responsable de ta mort. Car tu avais largement le temps d'aller te soigner. De même, l'élève qui échoue, inutile donc de parler de Dieu au bac. Tu avais largement le temps, durant toute l'année scolaire, de travailler et d'être au niveau pour réussir. Par conséquent, Dieu n'intervient pas dans cela. Chacun d'entre vous, il est l'auteur de sa destinée. Si vous réussissez ou vous échouez au bac, Dieu n'est pas responsable. Vous êtes tout à fait libre parce que Dieu serait méchant même. En quoi Dieu vous ferait même passer par les mêmes professeurs, les mêmes enseignements, les mêmes conditions, et à la fin de l'année, certains il les fait échouer et certains il les fait réussir volontairement. Il serait méchant. Il faut que l'homme assume ses responsabilités. Jean-Paul Sartre dit c'est même de la mauvaise foi. C'est même de la mauvaise foi de dire que non, c'est de la mauvaise foi. Il faut rester Dieu tranquille et savoir que l'homme il est libre car tu avais tout le temps pour prendre tes responsabilités. Par conséquent, la liberté de ce point de vue quand même, voilà cette conception donc de la liberté. Donc vous voyez que la liberté finalement, elle devient une notion polysémique, une notion difficile à cerner et à définir. Sommes-nous véritablement libres? Selon les uns oui, selon d'autres non. Finalement, peut-être la liberté, il faut la concevoir avec la responsabilité. Être libre, c'est être responsable. Mais qu'est-ce qu'un responsable? Le responsable, c'est celui-là qui connaît les causes et les conséquences de ses actes. La responsabilité suppose de rendre des comptes. En effet, la responsabilité, c'est l'imputation d'une action que l'on peut faire à quelqu'un. C'est ça la responsabilité. Exemple, le responsable de classe, c'est lui qui doit amener les cahiers de texte et c'est lui qui doit les rendre. Si les cahiers de texte se perdent, M. Sey ne demandera à aucun élève, c'est au responsable. Car cause, c'est lui qui l'a amené. Conséquence, il doit savoir où se trouve le cahier de texte. C'est ça la responsabilité. Donc il n'est libre que si et seulement si il rend exactement les comptes. De même, dans la société, quand nous sommes comme ça en groupe, immédiatement nous avons comme l'impression que nous ne sommes pas libres. En effet, nous ne sommes pas libres. Car dans la société, nous vivons avec les autres. Autrui me regarde, autrui me sosifie, il me vole ma liberté, il parle sur moi. C'est pourquoi Jean-Paul Sartre dit l'enfer c'est les autres. L'enfer ce n'est pas la mort, c'est au moment même où nous vivons. Nous vivons avec les autres et les autres ils sont là, ils me regardent, ils parlent sur moi. Dans Huis clos et dans Les Mouches, Jean-Paul Sartre montre que autrui me vole ma liberté, il me sosifie, il m'empêche d'être libre. Mais pourtant, je ne peux pas vivre sans les autres, car autrui est une médiation pour moi-même et entre moi-même. Par conséquent, c'est à travers les autres que je vis. Donc, puisque je dois vivre avec les autres, l'homme, il est condamné à être libre. Condamné parce qu'il ne s'est pas créé lui-même, mais libre parce qu'une fois jeté dans le monde, il doit prendre ses responsabilités. Il doit s'assumer. Par conséquent, puisque par hypothèse, Dieu est mort, l'homme n'a de compte à rendre à personne, il vit sur terre, il doit être libre. D'où donc, au moment où nous vivons avec les autres, il faut respecter autrui. Ne jamais faire à autrui ce que moi-même je ne veux pas qu'on me fasse. Ma liberté de fumer ne doit pas me donner la liberté d'enfumer les élèves. Ma liberté, justement, de faire tout ce que je veux ne doit pas me donner la liberté d'insulter quelqu'un. Si j'enfume les élèves ou j'insulte quelqu'un, il faudrait que les autres également me fassent la même chose. Ainsi, Jean-Paul Sartre dira, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Limiter la liberté individuelle au profit de la liberté collective. Dans cette même ordre d'idée, Kant également dit que l'homme, il est double. En tant qu'agent temporel, il n'est pas libre. Nous sommes soumis au déterminisme du temps. Nous naissons, nous grandissons, nous mourons. Nous sommes limités par le temps. Personne d'entre nous n'a la liberté de vivre éternellement. Nous sommes limités par le temps, mais également par l'espace. Je ne peux pas être ici et vouloir voir ce qui se passe au garage ou au marché. Je ne peux que voir ici, car je suis limité dans l'espace. Mais quand il dit l'homme en tant qu'agent moral, il est libre. En tant qu'agent temporel, il n'est pas libre, parce qu'il est limité. De par le temps et de par l'espace. Nous naissons, nous grandissons, nous mourons. Qu'on le veuille ou non, c'est ça, nous sommes limités. Nous avons une durée de vie qui est bien limitée, donc nous ne sommes pas libres.
Nous ne sommes pas libres également de par l'espace. Tu ne peux pas être ici et vouloir voir ce qui se passe ailleurs. Donc l'homme n'est pas libre en tant qu'agent temporel. Mais en tant qu'agent moral, l'homme, il est libre, car doué de raison. À tout acte que je commets, je peux avoir la capacité de choisir l'acte, de telle sorte que l'acte, soit l'acte est guidé d'un intérêt, ou l'acte est purement désintéressé. Si au moment où j'agis, il y a un intérêt qui me pousse à agir, je ne suis pas libre. Pourquoi? Parce qu'il y a une condition qui me force à agir. Je suis sûr et certain que certains d'entre vous n'ont jamais donné de l'aumône aux talibés. Mais le jour de l'examen, tôt le matin, ils vont chercher ces talibés. Certains donneront quelques morceaux de cola, d'autres donneront des feuilles blanches, d'autres donneront un peu de pain, d'autres donneront un peu de bougie, d'autres donneront un peu de biscuits. Pourquoi ils le font? En réalité, ils ne sont pas libres. Ils le font par intérêt. Si je fais cela, j'aurai le bac. Voilà, la liberté, elle est limitée. Mais quand tu dis, pour être libre, au moment où j'agis, il ne faut jamais que j'agisse par intérêt, mais je dois agir par devoir. Qu'est-ce qu'il entend par agir par devoir? Au moment où tu agis, fais de telle sorte que ton action soit universelle. Exemple, comment savoir qu'au moment où j'agis, je n'agis pas par intérêt, mais j'agis par devoir? Quand tu dis au moment où tu agis, fais de telle sorte que l'action que tu es en train de commettre, n'importe qui puisse être à ta place, puisse faire les mêmes actions. C'est ça la liberté. Exemple, au moment où le voleur se mettait à voler, et s'il disait que si tout le monde était un voleur, que serait le monde? Est-ce que j'aimerais qu'on me vole moi-même? Si l'agresseur se mettait à agresser et se disait que si tout le monde était un agresseur, que serait le monde? Est-ce que j'aimerais qu'on agresse ma mère? Il verrait qu'il n'agressera personne. Donc l'action qui est faite par devoir est une action qui est purement désintéressée. C'est pourquoi Kant distingue deux types d'impératifs. Les impératifs hypothétiques, faits par intérêt, là l'individu n'est pas libre, et les impératifs catégoriques, faits par devoir. C'est pourquoi dans son ouvrage intitulé Fondements de la métaphysique des mœurs, qu'il écrit en 1781, à la page 127, Kant écrit: agis de telle sorte que la maxime de ta morale puisse être érigée en ta volonté pour une loi universelle de la nature. Agis de telle sorte que tu puisses traiter l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne d'autrui, jamais comme un moyen, mais toujours comme une fin en soi. Maintenant, on termine avec Rousseau. Pour Rousseau, la liberté n'est pas de faire tout ce que l'on veut. Non. Mais la liberté consiste à respecter les lois que l'État met en place. En respectant les lois, nous sommes libres. Mais comment? Justement, la loi, c'est l'expression de la volonté générale. La loi, c'est nous tous qui avons consenti à l'élaboration de la loi. Par conséquent, obéir à la loi, c'est obéir à nous-mêmes. En obéissant à nous-mêmes, nous restons libres. C'est pourquoi Rousseau dit: l'impulsion seule de l'appétit et l'esclavage, l'obéissance à la loi que l'on s'est prescrite est une liberté. Nous sommes libres si et seulement si nous obéissons à la loi que nous-mêmes nous avons mis en place. En obéissant à cette loi-là, nous sommes libres. Puisque dans un État démocratique, les lois, c'est nous-mêmes, en tant qu'agents libres, qui les votons, qui les établissons. Donc voilà la notion de liberté en résumé. Merci, M. Diatta. Nous allons prendre la feuille où vous avez mentionné le nom des intervenants. On va les appeler un à un. Ça y est. Bon, nous avons les mêmes noms des élèves qui avaient posé les questions. N'est-ce pas? Sec. Ndeye Sec. C'est comment encore? Khadi? Hein? Khadi Ndiaye, très bien. Hein? C'est comme ça. Il faut avoir le courage de parler. Bon, on a recueilli également des questions. On a recueilli également des questions via note. On va les dicter à M. Diatta. L'homme se croit-il libre? L'est-il réellement? L'homme se croit-il libre? L'est-il réellement? Bon. El Hadj Malick Cissé a posé une autre question. La connaissance conduit-elle nécessairement à la liberté? La connaissance conduit-elle nécessairement à la liberté? Et moi, j'ai envie de poser une question qui
j'en suis sûr, est en train de traîner au bout de vos langues. L'obéissance au port de masque est-elle liberté? Oui, c'est une bonne question, vu le contexte. Hein? Tout à fait, n'est-ce pas? L'obéissance au port de masque est-elle liberté? Ou l'obéissance, ou bien je reformule, l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est-elle liberté? N'est-ce pas? Donc M. Diatta également va revenir sur cette question. Vous allez répondre en attendant. Oui, on va recueillir les autres questions, il n'y a pas de souci, mais vous allez répondre. C'est bon, on revient, s'il vous plaît, c'est bon. On revient rapidement à la question de Mademoiselle Lo. La liberté absolue existe-t-elle? Bon, je dirais que si c'est un sujet de dissertation, c'est un sujet à plan dialectique. Dans un premier temps, vous allez définir la liberté comme absence totale de toute contrainte. Montrer que l'homme, il est libre, car il a le libre arbitre, cette faculté supérieure qui lui permet, par rapport à toute situation, de faire un choix, entre faire ou de ne pas faire. Si l'homme seul est doté de cette faculté supérieure qu'on appelle le libre arbitre, par conséquent, on pourrait dire que la liberté totale, absolue, elle existe. Parce qu'en toutes circonstances, j'ai la capacité de faire un choix. Exemple, à l'heure actuelle, vous avez la liberté de choisir entre rester ici ou rentrer chez vous. Rien ne vous oblige de rester. Rien ne vous oblige non plus de rentrer. Vous avez en toutes circonstances la liberté de choisir. Et puisque l'homme seul est doté de cette faculté supérieure qu'on appelle le libre arbitre, on suppose que par conséquent, l'homme, il a la capacité d'agir, de faire ou de ne pas faire quand bon lui semble. Et si cette capacité-là nous est donnée, on pourrait dire que la liberté absolue pourrait être possible. Et de ce point de vue, on peut citer les partisans du libre arbitre. Selon Jean-Paul Sartre, l'homme n'est pas guidé par le destin. À tout moment, l'homme a la capacité de choisir ce qu'il va devenir et ce qu'il sera. L'homme n'est pas guidé non plus par l'instinct, contrairement à l'animal qui est incapable de faire autre chose que ce que l'instinct le dicte. Par conséquent, lui, il n'est pas libre. Mais l'homme, lui, il n'est ni guidé ni par le destin, ni par l'instinct, ni par une action causale. Autrement dit, il a l'entière possibilité d'agir comme bon lui semble. Donc, de ce point de vue, la liberté absolue existerait. Antithèse. Mais la liberté absolue en elle-même n'est qu'une illusion. Car dans toutes circonstances où nous nous retrouvons, au moment où nous pensons qu'en réalité, c'est nous qui avons choisi, exemple, vous penserez que c'est vous-même qui avez la liberté de choisir d'être des élèves de Alpha et non une autre école. En réalité, vous vous illusionnez. Vous avez été déjà programmé à ne réussir que dans cette école-là. Par conséquent, de ce point de vue, la liberté, au sens propre du terme, au sens absolu, n'existe pas. L'homme, il n'est pas libre. Donc la liberté ne serait qu'une illusion de ce point de vue. Donc vous voyez comment on peut traiter cette première question-là, donc de Mademoiselle Lo. La deuxième question de Awa. Si l'homme ne peut être libre totalement, est-ce à dire qu'il ne le serait jamais? Évidemment, cette même question également peut être posée également sous la forme d'une dissertation. Si l'homme ne peut être libre totalement, est-ce à dire qu'il ne le serait jamais? On pourrait dire oui, dans un premier temps. Puisque la liberté totale n'existe pas, elle n'est qu'une illusion. Que l'homme soit libre totalement, il ne faut pas s'attendre à cela. Il faudrait nécessairement qu'il y ait tout le temps un ensemble de déterminismes, de facteurs qui bloquent ma liberté et qui m'empêchent d'être libre. Ces déterminismes-là peuvent être sociaux, peuvent être psychologiques, ces déterminismes-là peuvent être économiques, qui m'empêchent d'agir librement. Donc la liberté au sens propre du terme, de manière totale, de manière absolue, n'existe pas. Maintenant, dans l'antithèse, l'élève pourrait dire que la liberté au sens total, même si cela n'existe pas, mais l'homme pourrait être libre, car la liberté, c'est de prendre ses responsabilités. En toutes circonstances, c'est de s'assumer. Si l'homme s'assume et accepte ses responsabilités, il serait libre. Donc voilà l'antithèse. La question de Mademoiselle Niang, l'hypothèse de l'inconscient chichique exclut-elle la liberté?
Là, tu es dans le sujet, dans les leçons conscience et inconscient combinées avec la liberté. Tu demandes, est-ce qu'au moment où le sujet agit, est-ce qu'à ce moment précis, s'il n'a pas une claire conscience de ce qu'il est en train de faire, est-ce qu'on peut dire qu'il n'est pas libre? Exemple, si au moment où tu te bats avec quelqu'un, les coups de poing fusent de partout, et tu ramasses évidemment un objet tranchant ou pointu, et tu blesses cette personne-là, malheureusement la personne meurt et succombe de ses blessures et meurt, est-ce qu'à ce moment, on pourrait dire que, puisque tu n'étais pas conscient, parce qu'il y avait l'effet de la colère, de l'instinct d'agressivité, ou bien parfois, est-ce que quand un violeur, par exemple, viole quelqu'un, on pourrait dire que la personne, à ce moment où elle violait, elle n'était pas libre. Pourquoi? Parce qu'il y a un inconscient lié à un désir sexuel qui a manifesté et qui fait qu'il agit ainsi. Est-ce que cet inconscient-là, au moment où il agit, fait qu'on peut dire qu'il n'est pas libre? Voilà le débat. Sujet à plan dialectique. Dans un premier temps, l'hypothèse de l'inconscient chichique, développée par les philosophes du soupçon, que sont Karl Marx, que sont Nietzsche et Freud, exclut toute forme de liberté. En effet, quand vous prenez un voleur par exemple, vous l'attrapez dès l'instant où vous posez la question, mais pourquoi il vole? Alors que c'est un chômeur, il vit dans des conditions difficiles. En réalité, il n'a pas volé parce que librement il a choisi de voler. Mais il vole parce qu'il est dicté par les conditions sociales et économiques dans lesquelles il se trouve. C'est pourquoi Karl Marx écrit, ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, mais ce sont les conditions sociales et économiques dans lesquelles les hommes vivent qui déterminent leur conscience. Donc, et l'homme également, le plus souvent, il est instinct. Parfois, tu peux t'énerver sous l'effet de la colère, de l'agressivité, tu peux dire des choses. Et à partir d'un certain moment, lorsque tu n'es plus énervé, voilà l'usage de la raison, est-ce qu'au moment où tu insultais, où tu disais des choses sous l'effet de la colère, est-ce que réellement tu étais libre? Selon Nietzsche, non. Car à ce moment précis, l'homme n'était pas guidé par sa conscience, mais il y a un inconscient. Et cet inconscient-là peut être motivé par quoi? Par un désir sexuel, qui fait que nous sommes incapables de contrôler nos émotions et nos ressentis, et nous pousse à commettre un acte. Ça peut être lié aux conditions sociales et économiques dans lesquelles nous vivons, qui fait que nous ne sommes plus libres de faire ce que nous ferons. Ça peut être lié à l'instinct d'agressivité, qui nous pousse également à agir. Par conséquent, nous ne sommes pas libres. D'où la liberté est ici exclue, justement par cela. Mais dans l'antithèse, l'élève pourrait dire que l'hypothèse de l'inconscient même n'est qu'un alibi, n'est que de la mauvaise foi, nous dit Jean-Paul Sartre. Tu ne peux pas te battre avec quelqu'un, tu ramasses une barre de fer là-bas, tu blesses la personne, la police vient te cueillir et tu dis que non, je n'avais pas fait exprès. À ce moment, j'étais énervé. Je n'étais pas conscient parce que je n'étais pas libre. C'est de la mauvaise foi. L'homme, en toutes circonstances, il est libre. Car en courant ramasser une barre de fer, tu aurais pu prendre un autre objet. Par conséquent, l'homme, il est libre. L'hypothèse de l'inconscient n'est que de la mauvaise foi, n'est qu'un alibi, n'est qu'un prétexte pour permettre à l'homme de fuir devant les responsabilités et la paternité de ses actes. L'homme, il est tout le temps libre. Il faut qu'il assume ses actions. Suffit-il de se sentir libre pour l'être? C'est vrai que la liberté dépend d'abord de la conscience. L'animal n'est pas libre. Si tu attaches par exemple un cheval ici, alors que, ou bien un taureau, qui pourrait avoir la capacité de déplacer la chaise ou la table, d'aller avec la table, mais tu l'attaches là-bas, tant que l'animal n'a pas la conscience que la table est encore légère, elle peut se déplacer avec la table, elle restera sur place. La liberté, elle dépend d'abord de la conscience. Il faut d'abord accepter. Le prisonnier peut être beaucoup plus libre que nous-mêmes s'il accepte sa condition de détention. Dans sa conscience, il accepte qu'il est libre. Il accepte sa condition de détention. Il va purger sa peine tout en ne souffrant pas. Parce qu'il accepte sa condition et sa misère. De ce point de vue, l'acceptation de notre conscience, de notre condition, est une liberté d'abord. Parce que la liberté, elle est d'abord justement dans la raison. Il faut d'abord se sentir libre pour l'être d'abord. Maintenant, antithèse. Se sentir libre ne suffit pas.
Puisque s'il y a des contraintes qui entravent mon action, je ne suis pas libre. Le prisonnier, même s'il veut se sentir libre, au fond, il ne l'est pas. Car il n'a pas la liberté de sortir, d'aller se promener, de regarder les gens qu'il veut, de rencontrer qui il veut, de croiser qui il veut à la rue. Il n'a pas cette capacité. Du coup, il y a un ensemble d'obstacles qui enfreignent toute possibilité, même s'il se sent ainsi, mais en réalité, il est pris au filet de ce déterminisme-là qui l'empêche de faire ce qu'il veut. Par conséquent, il ne l'est pas. La liberté est-elle un don naturel ou une conquête? C'est les deux à la fois. La liberté, elle est d'abord quelque chose de naturel en l'homme, dans la mesure où l'homme seul est libre. Parce que l'homme, lui, il a cette faculté supérieure qu'on appelle le libre arbitre. Il a tout le temps le choix entre faire ou de ne pas faire. La liberté maintenant serait une conquête dans la mesure où tout le temps l'homme doit se donner les moyens d'être libre. Tout le temps. Que ce soit nous-mêmes, que ce soit le prisonnier, que ce soit vous les élèves, vous êtes présentement à la quête de votre liberté sur le plan intellectuel. Il vous faut avoir les diplômes pour vous affranchir de vos professeurs. Sur le plan économique, il vous faut trouver un travail pour vous affranchir de l'aide, évidemment, incessante des parents. Et pour cela, la liberté, elle est une conquête. Il faut aller la rechercher, il faut la conquérir. Alors, la liberté, est-ce accepter les conditions? Est-ce accepter les contraintes? Évidemment, la liberté, c'est d'accepter les contraintes. La liberté, elle va de pair avec la responsabilité. Il faut accepter les contraintes et trouver des solutions à ces contraintes-là pour se sentir libre. Parce qu'il y a tout le temps des contraintes économiques, sociales, psychologiques qui s'aliènent et qui nous empêchent d'être libres. Maintenant, il faut accepter ces contraintes-là et faire des efforts pour les surmonter pour se sentir libre. Maintenant, dans l'antithèse, l'élève va montrer que les termes liberté et contrainte même sont contradictoires. Parce que dès l'instant où il y a des contraintes, il y a quelque chose qui asservit à ma volonté. Par conséquent, je ne suis plus libre s'il y a des contraintes. Quand on me contraint à rester ici, je ne suis plus libre. Car ma liberté peut-être serait de partir, mais je ne peux pas parce que je suis contraint de rester. Dès l'instant où vous parlez de contraintes, vous vous contradisez vous-même parce que les termes contraintes et liberté sont contradictoires. Donc voilà, l'homme se croit libre, l'est-il? Oui, la liberté, c'est d'abord la conscience. Il faut croire que nous sommes libres pour l'être. Tant que nous n'acceptons pas de croire en nous-mêmes, nous ne le saurons jamais. Même le jour du bac, c'est ça. Les élèves qui pensent qu'ils n'ont pas compris le sujet, ils ne traiteront jamais le sujet. Pour être libre, il faut d'abord y croire. Ensuite, se donner les conditions de l'être. Mais la croyance seule ne suffit pas pour être libre. La liberté, il faut la conquérir. Il faut la rechercher. C'est une quête permanente que l'homme doit se donner pour s'affranchir de toute forme de déterminisme. Finalement, est-ce que même la liberté, elle est possible? C'est la question que moi-même je me pose. La connaissance conduit-elle à la liberté? Sujet à plan dialectique. Oui et non. Dans un premier temps, l'élève va montrer que la connaissance conduit à la liberté. Mais très bien, quel type de connaissance nous libère? En quoi la connaissance pourrait-elle nous libérer? L'homme n'a pas la liberté de voler. Impossible, nous ne sommes pas conçus avec des ailes. Mais grâce à des connaissances dans le domaine de la science et de la technique, l'homme peut créer des avions et ainsi il vole. Avons-nous la liberté d'être ici et d'entendre celui qui se trouve à Dakar? Non, nous sommes limités dans le temps et dans l'espace. Mais grâce aux connaissances de l'homme dans le domaine de la technologie, il peut créer des téléphones portables, il peut créer évidemment les réseaux sociaux. Vous êtes ici, quelqu'un est en France, avec appel vidéo, vous le voyez et vous l'entendez. Voilà une connaissance qui nous libère. Les connaissances dans le domaine de la médecine libèrent l'homme. En effet, ces connaissances peuvent libérer l'homme d'une maladie. Quelqu'un qui souffrait de maux de dents, on le recommande un médicament qu'il va prendre, il se libère de cela. Les connaissances juridiques également libèrent l'homme. En effet, dans un État, si la loi dit ne faites pas ceci, toute personne qui ne fait pas cela, il n'est plus en infraction avec la loi. Par conséquent, il est libre. Maintenant, la connaissance, ce n'est pas forcé que la connaissance libère l'homme. Thèse, antithèse. Le jour du bac, évitez d'avoir des œillères. Les œillères, c'est comme les cheveux que vous voyez. On attache des œillères à côté pour que le cheval ne regarde pas à gauche et à droite. Le jour du bac, devant un sujet, ayez la capacité de voir d'abord thèse, antithèse.
Maintenant, c'est quand tu es incapable de voir la thèse que tu te diras peut-être que le sujet est un sujet à plan progressif. Là, tu vas changer de méthode. Mais 90% des sujets qu'on va vous donner, il faut avoir la capacité de voir une thèse et une antithèse. C'est la seule solution. Donc, l'élève va montrer que la connaissance ne conduit pas nécessairement à la liberté. Maintenant, en quoi et pourquoi toute connaissance ne nous libère pas? Les connaissances religieuses ne nous libèrent pas, mais nous aliènent. Celui qui connaît la religion et les fondements de la religion, il n'est plus libre de faire tout ce qu'il veut. Car il est limité. La religion, elle fonctionne suivant un certain nombre de dogmes, de piliers, de commandements qui se réfèrent à Dieu, dont les moindres actes doivent être appris et respectés, et qu'il faut se soumettre scrupuleusement. Mais même les connaissances scientifiques ou juridiques ne nous libèrent pas forcément. Le médecin ne connaît-il pas l'ensemble des médicaments? Est-il libre de ne pas tomber malade ou de mourir? Le pharmacien, ce n'est pas lui qui vend ses médicaments. Et ce n'est pas lui qui connaît l'ensemble de ces médicaments-là. Pourtant, il tombe malade. Et il va mourir. Quoi qu'il puisse faire et quoi qu'il ne puisse pas ne pas faire, malgré toutes ces connaissances-là, il tend vers cette direction-là. Il n'y a que la durée et le temps qui nous en séparent. Donc voilà un peu pour ces questions-là. Voilà, merci. Il y a d'autres questions sur les étiquettes. Vous allez les répondre directement. Puisque le temps, nous n'en avons pas beaucoup plus de temps. Nous en avons 15 minutes devant nous, n'est-ce pas? Donc on va lui donner... Parce qu'on va... Hein? Non, il va répondre à certaines questions. Oui, il y a une question qui parle sur l'État. Il y a une autre question. N'est-ce pas? Mais d'abord, la connaissance conduit-elle nécessairement à la liberté? Voilà. Le confinement est-il une contrainte à la liberté? Alors, le confinement est-il une contrainte à la liberté? Thèse, antithèse. Le confinement, effectivement, est déclaré dans l'état d'urgence qui asservit l'homme et qui l'empêche de vaquer à ses occupations. Car dans le confinement, il y a des horaires qu'on nous impose. Le confinement peut être partiel ou total. Si le confinement est partiel, comme ce fut le cas au Sénégal, où nous devons être confinés de 20h à 6h du matin, par conséquent, de 20h à 6h du matin, le confinement est un obstacle, une entrave à notre liberté. Car durant cette période-là, nous n'avons pas la capacité de sortir de chez nous, de vaquer à nos occupations. Qu'on le veuille ou non, nous sommes contraints de rester sur place. De ce point de vue, le confinement peut être une entrave, un obstacle à notre liberté. C'est pourquoi il y a eu évidemment la restriction, l'interdiction donc des voyages interurbains. Et pendant ce temps-là, ce confinement apparaît comme étant un obstacle, une contrainte, une barrière par rapport à notre liberté, si la liberté ici est définie comme absence totale de toute contrainte. Si être libre, c'est faire tout ce que je veux, par conséquent, quand je suis confiné, je ne suis pas libre, car je n'ai plus la capacité de faire ce que je veux. Le confinement est une contrainte, un obstacle à ma liberté. Thèse. Antithèse. Si la liberté, c'est de prendre ses responsabilités, je suis libre si et seulement si je respecte la loi que l'État met en place. En obéissant à la loi que moi-même je me suis prescrite, je suis libre. Car être confiné, c'est accepter évidemment ce confinement-là. Parce que c'est nous-mêmes, en tant qu'agents libres, qui ont consenti à vivre dans un État démocratique et à léguer le pouvoir à un gouvernement. Si ce gouvernement-là décide de notre destinée et de nos actions, en mettant le confinement, en l'acceptant, nous sommes libres. De ce point de vue, le confinement n'est pas une contrainte, mais c'est la condition de possibilité même de notre liberté. Voilà. Jaraf Sen. L'État est pour ou contre la liberté? Évidemment, ça dépend. Sujet à plan dialectique. L'État est pour la liberté. Normalement, le rôle de l'État, c'est de garantir la liberté et la destinée collective d'un peuple. En effet, qu'est-ce que l'État? L'État peut être défini comme une entité politique constituée d'institutions diverses qui président aux destinées collectives d'un peuple et qui exercent à ce titre le pouvoir. Je reprends. L'État peut être défini comme une entité politique constituée d'institutions diverses
qui préside aux destinées collectives d'un peuple et qui exerce à ce titre le pouvoir. Le rôle de l'État, c'est d'assurer la sécurité, l'ordre et la liberté. Et pour cela, l'État a des appareils répressifs et des appareils idéologiques. Les appareils répressifs de l'État, c'est la police, c'est la gendarmerie, c'est l'armée, ce sont les prisons. Tout cela, ce sont des appareils de l'État dont le but est évidemment de faire respecter la loi, mais également d'assurer la sécurité, l'ordre et la liberté des citoyens. Donc le rôle de l'État, normalement, c'est d'assurer la liberté et la sécurité. Et c'est le point de vue des philosophes du contrat, notamment Rousseau et Thomas Hobbes. Pour Rousseau, lorsque les hommes étaient dans l'état de nature qui est caractérisé par la guerre de tous contre tous, où les hommes s'entretuaient, il fallait chercher une solution pour retrouver et redonner à l'homme la liberté qu'il avait perdue. Cette solution, Rousseau dit, trouver une forme d'association dans laquelle chacun s'unissant à tous, tout en mettant aussi bien ses personnes et ses biens, et tout en restant aussi libre qu'auparavant. Le but de l'État, fondamentalement pour ces philosophes du contrat, c'est d'assurer l'homme la liberté. Chez Thomas Hobbes, dans l'état de nature où l'homme était un loup pour l'homme, les hommes, ils s'entretuaient, il fallait chercher une solution pour une paix durable. Et cette solution-là, il fallait que tout le monde renonce à sa liberté individuelle, à ses droits et les contracte dans les mains d'une seule personne qu'il appelle le Léviathan. Désormais, c'est lui qui va assurer un maître absolu et doit sécuriser et donner la liberté à tous. Le rôle de l'État, par conséquent, c'est de garantir la liberté. Mais cette conception n'est pas admise pour certains philosophes, notamment chez les anarchistes. Pour les anarchistes, l'État n'assure pas la liberté. En effet, Michael Bakounine nous dira, l'État est cet immense cimetière d'où vient s'enterrer toute manifestation des libertés individuelles. Car être gouverné, c'est être gardé à vue, c'est être contrôlé, c'est être censuré, c'est être commandé, c'est être légiféré par des hommes qui n'ont ni science ni vertu, nous dit Jean Grave. Pour cela, l'État doit disparaître. Parce que l'État n'assure aucunement notre liberté. Donc voilà un peu ce que vous avez ici. Idi Sall, oui. La liberté est-elle possible dans un État? Même sujet, même rubrique. Donc la liberté, oui. Normalement, le rôle de l'État, c'est de rendre la possibilité de la liberté. Car l'État est la condition est le garant de la liberté des citoyens. Normalement, le rôle de l'État, c'est d'assurer la liberté. Et ce point de vue est développé par les philosophes du contrat. Si vous prenez les philosophes du contrat, tels que Rousseau, tels que Thomas Hobbes, au départ, il n'y avait pas encore d'État. L'homme vivait dans ce qu'il appelle l'état de nature, qui est caractérisé par une violence, par une guerre de tous contre tous. Si vous prenez l'état de nature chez Rousseau, il dit au départ, les hommes, ils ne vivaient pas encore en société. La terre n'appartenait à personne. Les arbres n'appartiennent à personne. Chacun jouissait d'une liberté individuelle et sauvage et avait la possibilité de faire tout ce qu'il veut. Mais cet état-là ne pouvait pas continuer en raison des catastrophes naturelles, telles que les tremblements de terre, les cycles de sécheresse, les séries d'inondations. Les hommes ont compris qu'il y a urgence et nécessité, sinon ils allaient tous mourir par faim. Mais également, il y avait certains animaux féroces, tels que les lions et les loups, qui se nourrissaient de la prédation. Les hommes, ils ont compris qu'il fallait former la société. Mais une fois qu'on forme la société, bonjour les problèmes. Un autre sentiment va naître de l'homme, ce sont les sentiments de haine, de jalousie, de concurrence. Comment allons-nous faire pour savoir que tel arbre qui a des fruits appartient à telle personne et non pas tel autre? Rousseau dit les forts vont se mettre à battre les faibles et à se servir les premiers. Mais même les forts, ils ne sont pas à l'abri car ils peuvent être malades, ils peuvent être fatigués. Les forts profitent par conspiration et l'éliminent et le tuent. Et Rousseau écrit, le plus fort n'est jamais assez fort pour rester toujours le maître s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. Par conséquent, il nous faut créer un État. La force ne fait plus le droit. Parce que le fort, il ne peut pas rester fort éternellement. S'il tombe malade, il n'est plus fort. Les faibles en profitent. Donc même le fort, il n'est pas en sécurité. Donc il nous faut créer un État. Et qu'est-ce que l'État? Rousseau dit trouver une forme d'association dans laquelle chacun s'unissant à tous, tout en mettant aussi bien ses biens et sa personne, et tout en restant aussi libre qu'auparavant. Donc pour répondre à ta question, l'État est la condition de possibilité de la liberté. La liberté n'est possible que dans un cadre organisé par des lois appelées un État. Parce que s'il n'y a pas l'État, chacun va faire ce qu'il veut. Ça serait un désordre total. Imaginez, on vit dans la ville de Tivaouane, il n'y a pas de police, il n'y a pas de gendarmerie, il n'y a pas de sapeurs-pompiers, il n'y a rien, il n'y a pas de prison. Mais l'agresseur, rien ne l'empêche à 1h du matin d'entrer chez vous et de demander vos biens. Vous refusez, il vous tue, il sort.